Bonjour à tous. Donc, je tiens d'abord à remercier toute l'organisation des NSD qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Je tiens également à remercier Florent qui m'a permis de connaître cette journée justement. Et BD aussi qui m'a donné quelques conseils. Donc, je vais vous présenter cette conférence qui s'appelle La désinformation, ça dit de l'information. D'abord, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Mouton Placide. Je suis analyste en sécurité des systèmes d'information. Et j'ai eu un intérêt assez rapidement pour tout ce qui concerne les logiciels malveillants dans le cadre de mon activité, et particulièrement tout ce qui concerne les ransomware, donc les rançongiciels. Et j'ai pu publier certains articles sur mon blog qui est disponible à l'adresse qu'on peut voir à l'écran. Donc j'ai aussi un profil sur Twitter si jamais vous voulez me suivre. Et donc plus récemment, je me suis pas mal intéressé à tout ce qui concerne les réseaux sociaux et plus particulièrement à la propagande qui est actuellement en train de se développer pas mal sur ces réseaux, surtout depuis les élections de 2017 en France et de 2016 aux États-Unis. Et tout ce qui concerne la manipulation de l'information, donc on va voir par la suite. Donc ce que je vais vous parler, c'est d'abord je vais me baser sur un fait divers qui est venu cet été, et je vais aussi revenir sur une étude qui a fait pas mal polémique. Et enfin, je vais parler aussi pas mal de désinformation, de manipulation d'informations et les enjeux qui en découlent. Donc, rapidement, le fait divers en question, à moins que vous étiez dans une période je ne sais quoi, c'est difficile d'être passé à côté, c'est l'information du Monde dans laquelle on peut voir un collaborateur de l'Élysée qui frappe un manifestant lors de la journée du 1er mai. Et donc, juste pour vous remettre dans le contexte, donc on a ici Vincent Krause et Alexandre Benalla qui étaient présents justement sur la place de la Contrescarpe le 1er mai. Donc là, on peut le voir aussi avec Brassard Police qui était en parler aussi. Et là, on peut voir une autre vue avec les deux manifestants là, justement qui ont été pas mal vus. Et la personne qui a filmé la vidéo qui est présente en bas. Et donc après, on peut voir qu'il y a eu une arrestation assez mouvementée, donc l'une des personnes qui a une arme à la ceinture de manière tout à fait illégale. Et on peut voir là une autre vue où justement on peut voir Taraboulaf qui prend la vidéo, et c'était pas le seul à prendre la vidéo justement pendant cette journée. Donc il y a eu vraiment beaucoup de témoins oculaires de cette arrestation. Et donc à la fin, ils ont été déférés devant les policiers. Et donc cet article a vraiment fait beaucoup parler de lui. Donc là on peut voir ici une étude de VisiBrain, qui est une société qui fait de l'analyse des réseaux sociaux et qui justement a vu déjà un premier pic le 10 juillet, dont la date de la publication, et ensuite plusieurs pics les jours qui ont suivi. Donc là c'est uniquement sur une semaine. Et donc là on peut voir qu'il y a eu plus d'1 million de tweets qui ont été publiés sur cette affaire sur une semaine. Donc c'est assez énorme, et c'était un phénomène qui était assez exceptionnel à l'époque. Donc là ça a un petit peu changé ces derniers temps. Et donc il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites, donc, notamment par Nicolas Van Der Bist du blog Reputatio Lab, sur lequel il revenait sur le fait que beaucoup de partis d'opposition se sont réveillés sur Twitter et ont fini par justement pas mal réagir à cette affaire. Et par contre, cette affaire n'est pas uniquement concentrée sur les réseaux sociaux, mais également il y a eu des pics d'audience sur des chaînes comme LCP et France Info. Je ne sais pas si vous connaissez LCP, donc c'est la chaîne parlementaire, et c'est vraiment très rare qu'il y ait des pics d'audience, surtout en plein été. Mais c'était pas suffisant. Il a fallu que les Russes s'en mêlent. Et là, Nicolas Van Der Bist a fait son retour. Et il a vu qu'il y avait une forte part de personnes qui ont publié des informations sur l'affaire Benalla.
Et il y avait plus d'1 million de tweets qui ont été publiés par 44%, non, c'est 44% du contenu qui a été publié par 1% des comptes. Donc en fait, c'est vraiment une règle simple de Twitter, c'est qu'il y a vraiment une petite minorité qui publie. Et donc il y a beaucoup de gens qui réagissent derrière. Donc ça, en fait, c'est une statistique qui ne dit rien en soi. Donc justement, en fait, dans l'analyse qu'il a fait, il a retrouvé un compte justement où là, voilà, on voit très bien que c'est un compte russe, pro-russe en tout cas, et voilà, c'est le seul compte sur lequel il est tombé et qui était vraiment pro-russe. Et donc cette information-là a été publiée, reprise par BFM TV d'abord, le 1er août. Donc là, on est le 30 juillet, donc c'est une semaine après les événements, après l'article, la publication de l'article. Et on a, dans un second temps, l'AFP qui a repris cette information dans un article. Et donc l'AFP, c'est l'agence France Presse. Et si vous ne connaissez pas, en fait, c'est l'agence qui fournit à toutes les sociétés de presse et des médias en France et à l'international. Donc en fait, quand vous avez une information qui est reprise par l'AFP, c'est que c'est du sérieux, c'est que c'est du béton. Et donc là, on va voir que c'est pas forcément le cas. Donc tout de suite après, on a vu qu'il y a beaucoup de politiques qui sont emparés, on va dire, de cette publication. Donc d'abord Mounir Lejoubi, qui est le secrétaire d'État au numérique. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas. C'est quelqu'un justement qui connaît bien le numérique et qui se félicitait justement de voir qu'il y avait des gens qui amplifiaient la polémique. Donc ensuite il y a eu Frédéric Lefebvre, qui est un député du groupe Agir, qui est proche de la majorité présidentielle, qui a carrément appelé à saisir le Sénat parce qu'il y avait une manipulation qui cherchait à déstabiliser l'exécutif français, donc rien que ça. Et on a eu également le Benjamin Griveaux, qui est le porte-parole du gouvernement, et qui, après un conseil des ministres, réagissait sur l'information en disant qu'il se réjouissait justement qu'il y ait toute la transparence qui soit faite sur cette affaire. Donc voilà, il y a vraiment des politiques qui ont pris cette information très au sérieux. Et donc, en fait, Nicolas Van der Bist appartient à une organisation qui s'appelle EU Disinfolab, et qui a publié tout de suite après, justement parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi en disant oui, bon, c'est quoi ces informations, il faut du concret, etc. Moi j'étais tombé aussi sur les articles au début et j'ai vraiment bondi de ma chaise en voyant ça, en me disant oui, bon, c'est bien gentil, mais il faut des éléments factuels. Et donc le 8 août, ils ont publié une étude justement sur cette affaire et sur le fait qu'il y ait un hyperactivisme sur Twitter. Et en fait, dans cette étude, ils ont vu qu'il y avait eu 4 millions de tweets qui ont été publiés depuis le début de l'affaire, donc sur 2 semaines, ce qui est vraiment énorme, et qu'il y avait eu un hyperactivisme. Donc ce qu'ils considèrent comme de l'hyperactivisme, c'est des personnes qui ont publié plus de 1000 tweets sur ces 2 semaines. Donc sur le sujet en question, uniquement sur l'affaire Benalla. Donc ce qui est vraiment... là, il faut vraiment y aller. Et donc, ils reviennent aussi pas mal sur ce qu'ils appellent des réseaux de désinformation. Et là, ils assimilent les médias russes, que sont RT France et Sputnik, comme des médias liés à des sphères de désinformation. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une tendance déjà à pointer du doigt. Et justement, en fait, ils se sont basés sur une étude à très long terme. Donc, ils sont revenus avant la présidentielle française pour dire voilà, telle ou telle personne a déjà partagé des liens vers RT ou Sputnik. Et ils sont aussi basés sur des gens qui ont partagé des fausses informations durant la présidentielle de 2017. Donc, dans le cadre de l'affaire Benalla, ça a peut-être son importance, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça avait l'air d'avoir de l'importance pour eux. Et donc, ils reviennent, il y a une notion qui revient souvent dans cette étude, c'est la russophilie. Donc pour eux, quelqu'un qui est russophile, c'est quelqu'un qui partage régulièrement des liens vers RT et Sputnik. RT et Sputnik, c'est des médias qui sont financés par le gouvernement russe, et donc ils indiquent dans l'étude que vous êtes sensible au narratif pro-russe. Bon.
Après, moi, je regarde par exemple sur RT France une émission qui s'appelle Interdit d'interdire et qui est animée par un animateur français qui parle avec des Français, donc je ne vois pas exactement ce qu'il y a de Rousseau finalement. Après, si on prend le même raisonnement, par exemple, si vous partagez des liens vers France 24 ou RFI, vous êtes russophile. Donc c'est un peu le même genre d'idée. Après, aussi, ils utilisent une notion assez régulièrement dans leur rapport, qui est la notion de désinformation. Et pour eux, en fait, ils considèrent tout un ensemble de fausses informations. Donc moi, je l'appelle pas ça une désinformation, j'appelle ça une fausse information. Et justement, en fait, certaines fausses informations sont des vraies informations. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'affaire, mais il y avait une histoire de voiture de fonction. Et donc, justement, dans le rapport, il parle du fait que la voiture d'Alexandre Benalla avait des gyrophares. Et en fait, l'information a été confirmée par BFM TV très rapidement, donc je crois que c'est 2 ou 3 jours après, et il considère ce fait comme une fausse information. Donc déjà, il y a quelques points qui me semblent un peu bizarres dans l'affaire. Et donc, moi je considère certaines, ce qui se considère comme des informations, comme des rumeurs, ou plutôt des ragots. On va dire, les gens sont saisis du sujet et ont projeté certains de leurs fantasmes. Et également, il y a quelque chose qui est très discutable, c'est la classification par affinité politique. Donc, en fait, dans l'étude, ils ont fait des agrégats en fait, de communautés, donc à partir de cartes, de cartographie. Ils ont pu dégager 4 classes différentes d'affinités politiques. Donc la première classe, c'est plutôt les communautés proches du Parti des Républicains. Donc c'est la droite plutôt traditionnelle, on va dire. Et la classe 2, c'est plutôt la droite patriote, la droite extrême droite, on va dire, proche du Rassemblement national. Et la troisième classe, là, c'est la France insoumise, la gauche radicale, ou voire l'extrême gauche, selon comment on l'appelle. Et là, ça, c'est les classes qui ont vraiment été considérées dans l'étude. Et ils ont mis à part cette 4e classe. Et la 4e classe, ça concerne les médias et les communautés liées à la majorité politique, donc LREM. Et donc, là, déjà, pareil, on se dit, mais pourquoi vous avez considéré uniquement ces classes-là et pas celles-ci? Là, pareil, il y a des questions qui se posent. Et donc, au final, l'étude conclut, on va dire, sur le fait qu'il y a beaucoup de comptes de comptes automatisés qui étaient utilisés. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les fameux bots. Donc, les bots, en fait, c'est juste des scripts, hein, c'est rien de compliqué. Et l'API de Twitter est vraiment facilement programmable et accessible par beaucoup de monde. Et on peut vraiment programmer à partir d'un certain nombre de langages. Et donc, en fait, ces comptes-là, qui sont considérés dans l'étude, c'est vraiment une minorité, je dirais, invisible. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une minorité de comptes qui ont tweeté et qui ont publié des informations pas forcément pertinentes et qui n'ont pas forcément été reprises. Et donc, le gros reproche que j'ai à faire dans leur étude, c'est qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact réel. C'est-à-dire que vous pouvez publier un nombre de trucs incalculable. Si vous n'avez aucun engagement derrière, en fait, l'information n'est pas reçue. Donc, ça veut dire que, par exemple, si un compte est suivi par, je sais pas, 50 000 autres personnes, il va avoir une portée vraiment très importante, de base. Et donc, il va s'adresser à un public beaucoup plus large. Par contre, et au contraire, si vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent, et que votre tweet va être très fortement partagé, retweeté, et qu'il va y avoir des réponses ou des favoris, etc., vous avez un engagement assez important. Mais là, dans l'étude, il n'y a aucune étude de cet impact. Et donc, au final, on se demande si, justement, Nicolas Van der Vist et l'ONG, moi j'ai du mal à l'appeler une ONG d'ailleurs, cette organisation a vraiment utilisé ces données à des fins, justement, de propagande ou de manipulation. Et en fait, on se rend compte que voilà, c'est la menace russe et c'était très facile de dire, vous voyez, c'est des russophiles, donc c'est la menace russe, donc par extension. Et donc, on peut se demander, est-ce que d'autres personnes sont arrivées aux mêmes conclusions?
J'ai pris une étude qui a été faite par Damien Alicia qui revenait sur l'affaire Benalla et qui justement lui concluait déjà que l'influence des médias était bien plus importante sur la presse française et bien plus importante que les médias russes réunis. Donc ça c'est une chose. La seconde chose aussi, c'est le fait qu'on parle beaucoup de cyborgs, donc les biomanes, comme disait Miriam Joly. Et ces cyborgs, en fait, c'est plutôt des comptes qui sont partagés entre plusieurs personnes. Donc ça, en fait, il va y avoir une fréquence de posts qui va être assez frénétique, mais c'est pas forcément des comptes totalement automatisés. C'est des comptes qui vont être utilisés par plusieurs personnes et qui vont avoir une activité constante. Si on revient sur cette notion d'activité et d'autorité, vous pouvez avoir un compte qui va frénétiquement envoyer 1 million de tweets, mais si vous avez personne qui reprend, ça ne vaut rien. En fait, il n'y a aucune notion d'autorité. Donc l'autorité, ça veut dire si vous avez un compte qui est suivi par des millions de personnes, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des influenceurs. Donc dans ce cas-là, pareil, il n'y a pas eu vraiment d'influenceurs qui ont diffusé des fausses informations dans le cadre de l'affaire Benalla. Et donc il y a aussi Les Crises, le blog Les Crises, qui a publié toute une série d'articles sur cette affaire, sur cette étude de EU Design Infolab, et sur lesquels justement voilà, il revenait sur le fait qu'il y avait déjà eu des précédents, sur le fait qu'il y avait déjà eu des classifications politiques qui avaient été faites sur des comptes sur Twitter. Et donc son précédent, c'est le politoscope du CNRS, qui justement n'a pas fait pareil lui. Pourquoi ? Parce que les données n'ont jamais été publiées. En fait, c'est des données qui sont, pour la plupart, anonymisées. Donc, ça n'a pas du tout fait polémique pour celle-ci. On a aussi une autre composante, on va dire, de cette organisation, qui est le fait que plusieurs membres ont fait partie de La République En Marche. Et donc, on peut se dire s'il n'y a pas une certaine partialité qui s'est glissée dans cette équipe, justement. Et on a pu voir aussi que cette organisation a beaucoup participé au lobbying sur la loi contre la manipulation d'informations, qui est passée très récemment, et qui pour eux n'allait vraiment pas assez loin. Donc c'est vous dire s'ils sont très engagés dans la désinformation. Et donc au final on peut se demander, ça a beaucoup fait réagir de gens, surtout sur la partie des affinités politiques. Et on peut se dire, mais la RGPD dans tout ça. Parce que la RGPD s'est passée au mois de mai dernier. Et là, je me base sur un blog qui s'appelle Silex, et qui est un blog juridique, parce que moi, je ne suis pas du tout juridique à la base, et qui, justement, montre que la RGPD, c'est le règlement général de la protection des données, est là pour protéger vos données personnelles. Et donc, vous avez cette notion de consentement explicite qui a été introduite, et c'est ce qui est utilisé, par exemple, à chaque fois que vous allez sur un site, vous devez accepter, et vous êtes obligé d'accepter. Il y a très peu de sites qui vous autorisent vraiment à refuser ou à sélectionner ce que vous voulez vraiment partager. Mais donc la RGPD, il y a cette histoire de consentement explicite. Donc normalement, si les personnes veulent faire des études sur les tweets, ils devraient vous demander dans ce cas-là. Sauf qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la RGPD justement a un certain nombre d'exceptions. Et ces exceptions, ça concerne aussi la recherche scientifique. Donc dans le cadre de l'étude des Infolab, ça rentre un peu dans ce cadre-là. Mais il y a toujours cette notion de proportionnalité et de nécessité. Donc la proportionnalité et nécessité, ça ne rentre pas dans le cadre de la publication de données sources. Parce qu'en fait, ce qu'a fait EU Design Infolab, c'est vous voulez vérifier les informations qu'on a publiées, eh bien récupérez-les sur un Dropbox. Ils ont publié toutes les données sources qui étaient à leur disposition. Donc ça concerne la bio, ça concerne la localisation, ça concerne le nom du compte et le nombre de followers, etc. Il y a vraiment tout qui était dedans, dont la classe politique également. Et donc là, en fait, l'étude, on va dire, elle est plutôt correcte en soi, mais par contre, la publication des données sources, c'est net. Et donc, on peut se dire, au final, oui, et Twitter dans tout ça. Qu'est-ce que dit Twitter ?
Twitter, il faut savoir que les conditions générales d'utilisation sont les plus permissives des réseaux sociaux qui existent à l'heure actuelle. Et par exemple, il s'arroge une certaine propriété. En fait, tout ce que vous publiez sur Twitter, ça vous appartient. Mais ça appartient aussi à Twitter, et ça appartient aux tiers auxquels Twitter partage. Donc en fait, cette propriété n'est pas totalement la vôtre. Donc en fait, Twitter peut revendre tout ce que vous publiez à des acteurs tels que VisiBrain, que j'ai parlé précédemment. Et donc en fait, c'est une partie de leur modèle économique. Donc l'autre modèle économique, c'est la vente de publicité. Et au final, on peut voir que dans une plainte qui a été faite par l'association UFC Que Choisir, il y avait 250 clauses des conditions générales d'utilisation de Twitter qui ont été vues comme abusives. Donc là, c'est vous dire si Twitter respecte vraiment votre vie privée. Et donc là, je vais revenir un petit peu en arrière, je vais revenir sur la place de la contrescarpe. Et donc là, on a aussi une autre histoire, c'est celle de la vidéosurveillance. Donc là, on peut voir, c'est une caméra dôme qui est placée sur la place de la contrescarpe et qui a enregistré beaucoup d'informations. Problème, c'est que ces informations, ils ont été publiées sur Twitter. Donc c'est les images en fait de vidéosurveillance qui ont été tournées le 1er mai et qui ont été publiées par plusieurs comptes proches de La République En Marche, déjà on peut voir le logo, et donc dans laquelle on peut voir justement les manifestants qui seraient venus pour... c'est un individu violent, on le voit bien, et qui serait venu pour casser du flic. Et donc en fait ça, ces trois comptes, il y en a eu plusieurs autres qui ont publié l'information, c'est ce qu'on appelle une cellule riposte. Et la cellule riposte de La République En Marche fonctionne à plein régime, et je pense que si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux et la politique sur Twitter, ces derniers temps, ils ont vraiment été très très loin dans la riposte. Donc en fait, ces images, elles sont pas arrivées toutes seules. Il y a quelqu'un qui les a fournies. Et en fait, ce quelqu'un, il appartient à ce qu'on appelle la cellule Synapse, qui dépend de la préfecture de police de Paris. Et la cellule Synapse a accès à 36 000 caméras dans Paris. Donc ça veut dire le pouvoir qu'ils ont potentiellement au bout d'un moment. Et ils ont également pour mission de faire une veille permanente sur les réseaux sociaux. Donc en fait, la police a toujours un œil sur vous, peu importe ce que vous faites. Le problème, c'est quand la cellule Synapse commence à balancer des images de vidéosurveillance, ça fait un peu tâche, quoi. Surtout avec des personnes qui ne sont pas forcément liées aux forces de l'ordre. Et le problème, c'est que ces informations ont été transmises à Alexandre Benalla, qui les a transmises à Ismaël Emilien, qui est le conseiller communication de l'Élysée. Donc c'est pas quelqu'un vraiment, c'est pas mon ami. Et au final, on se demande est-ce que c'était dans les clous. Et en fait, on se rend compte que la durée de rétention légale des images de vidéosurveillance, peu importe qui vous êtes, le public, le privé, c'est de 30 jours maximum. Donc ça veut dire que les images qui ont été tournées le 1er mai ne pouvaient jamais être utilisées. Sauf s'il y avait eu une procédure judiciaire. Mais là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc en fait, voilà, comment c'est possible que la cellule Synapse se soit arrogé le droit de conserver des données. Et donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la cellule Synapse avait interprété des notes, une note de sa direction qui justement lui autorisait d'accéder à certaines images de vidéosurveillance. Donc il y a eu une enquête de la CNIL qui a été dirigée tout de suite après pour justement vérifier si tout était dans le flou. Et donc il y a eu des poursuites contre les policiers pour détournement d'images et violation du secret professionnel. Mais également pour les gens qui ont publié les images qu'on a vues précédemment pour recel. Donc surtout ne publiez pas d'images de vidéosurveillance, surtout si vous ne savez pas où ça va. Donc au final, moi je me demande si on ne vit pas aujourd'hui un moment orwellien. Donc en fait, dans le roman 1984, si vous connaissez ce roman de George Orwell, on est face à une société, ça c'est en fait ce qu'on voit là, c'est
Ce qu'on voit ici, c'est une citation qui vient de... c'est la devise de la société dans 1984. Et en fait, dans ce livre, il décrit une société qui est en guerre perpétuelle et qui est en guerre surtout sur l'information. Et donc, il y a la notion de ministère de la vérité. Et donc, le ministère de la vérité, c'est celui qui contrôle toute l'information et qui peut rédiger ou supprimer certaines informations. Et on voit qu'en fait, dans la loi qui a été votée récemment sur la manipulation d'informations, on arrive vraiment à ce petit point-là, on va dire, où dans une période présidentielle, on va pouvoir décider de qui publie quoi, et enfin pas qui publie quoi, mais on va pouvoir retirer des informations qui ne plaisent pas forcément et qui sont vues comme des désinformations. Et donc au final, on arrive aussi, il y a d'autres éléments dans ce roman qui sont assez intéressants, c'est la police de la pensée. Donc la police de la pensée aujourd'hui c'est incarné par des idiocrates de plateau comme par exemple des Barbier, des Apathy, des Jeudi, et également sur Twitter où vous allez avoir la cellule riposte qui va agir et qui va justement vous recadrer si jamais vous émettez une opinion contraire aux bonnes mœurs. Et il y a une notion qui me paraît assez intéressante dans ce roman, c'est la notion de la novlangue. Donc la novlangue, c'est vraiment utilisé dans ce qu'on appelle la langue de bois, dans le langage politique. Et vous avez par exemple la notion, ce mot j'assume, j'assume, j'assume. Et là, j'assume, ça peut être utilisé à tort et à travers. Et le problème, c'est qu'il y a un homme politique qui récemment s'est dit, bah, moi je vais aller plus loin que j'assume. Il a dit, voilà, si vous cherchez un responsable, il est devant vous, venez me chercher. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus explicite. Le problème, c'est que y a des personnes qui l'ont pris vraiment au premier degré. Et donc, voilà, ça a donné la crise des gilets jaunes. Et donc là, je pense qu'on y est toujours à l'heure actuelle. Bon, ça a été un peu atténué, on va dire. Mais voilà, ce qui est intéressant dans cette crise, c'est qu'on a vu pas mal de fausses informations circuler, mais aussi beaucoup de fausses informations qui provenaient des personnes qui sont censées faire régner l'ordre en France. Et donc on a eu par exemple le fait que ça soit des méchants complotistes, le fait que ça soit des gens de l'ultra-droite, de la peste brune, hein, ça c'est la célèbre peste brune, donc on l'a vu défiler sur les Champs-Élysées peut-être, et jusqu'à arriver à trouver un salut nazi dans ces manifestations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, disons que la team Macron, c'est un compte de riposte qui est vraiment, va très loin dans l'interprétation de certaines choses. Et donc, au final, ce qui est intéressant dans la crise des Gilets jaunes aussi, c'est que ça vient d'un réseau social, au final, c'est Facebook. Et donc, c'est là où on peut se dire, Facebook peut permettre certaines choses. Et donc, on peut se dire, c'est intéressant, c'est bien, sauf que Facebook collecte toutes les informations. En ce moment, là, ils sont en train de se constituer une belle base de données. Donc là, je peux vous dire, si vous êtes gilet jaune ou si voilà, vous avez des gens qui sont gilets jaunes, faites vraiment très attention avec ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais partir sur quelques pistes de réflexion. Donc déjà, si vous voulez vraiment faire attention à votre vie privée, il faut déjà penser à protéger ces données à la source. C'est-à-dire, voilà, si vous jamais vous voulez éviter qu'on vous considère comme un méchant d'extrême droite, etc., évitez de le mettre sur le réseau social. Voilà, c'est tout bête. Si vous voulez éviter qu'on vous classe comme quelqu'un qui a une religion particulière, ne le mettez pas. Et pareil, si vous avez des préférences sexuelles particulières, ne le mettez pas non plus. En fait, si vous considérez que toutes les informations qui sont sur Internet peuvent être considérées en fait comme si vous alliez dans la rue. Si vous aviez une petite fiche à côté de vous et qui disait bah voilà je suis machin, je fais ci, ça, ça. Voilà, sur Internet c'est ça. Et donc il faut se dire, voilà, c'est vraiment là où il faut protéger ces données, c'est éviter de se présenter sur une certaine identité. Donc voilà, utiliser des comptes aussi anonymes ou des comptes voilà, qui protègent votre identité. Donc il y a un adage, voilà, c'est vraiment une ancienne, hein, si c'est gratuit, c'est que c'est bon produit.
On voit bien que dans les réseaux sociaux, en particulier Twitter et Facebook, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est vraiment le cas, et donc vos données sont vraiment utilisées comme une monnaie d'échange. Donc ça veut dire que ça va être utilisé contre vous, et pas avec votre consentement. Une autre piste, c'est d'être acteur de l'information. Alors ce que je veux dire par là, c'est tout ce qui concerne le fact-checking. Donc le fact-checking, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas compliqué. Si jamais il y a une information qui vous paraît anormale ou qui vous paraît un peu bizarre, vous allez pouvoir vérifier, aller à la source, croiser les informations, voir si tout le monde dit de la même manière. Et à la fin, vous allez pouvoir justement vous faire une propre opinion. Mais si vous attendez que les fact-checkers le fassent à votre place, ça va être un peu trop tard. Donc ça passe aussi par le fait de se cultiver, de sortir un peu sa bulle d'informations et ouvrir des bouquins, regarder des séries, regarder des documentaires et voilà, essayer de voir un petit peu ce que ça peut offrir. Et pourquoi pas dans un quatrième temps, publier certaines informations et voilà, être vraiment celui qui propose certaines informations, et pas forcément uniquement les médias. Et enfin, je pense que la chose la plus importante, c'est de développer son esprit critique. Donc ce que je veux dire par là, c'est de prendre du recul sur toute situation et de se dire pourquoi telle chose est dite de telle manière. Et donc, justement, d'avoir une certaine appréciation des situations qui sont un peu plus intéressantes. Et donc je vais terminer sur cette citation de Jacques Ellul, qui justement avait été quelqu'un de très critique sur la technique, mais aussi sur des questions de propagande, et qui disait le mensonge a progressé parce que les médias permettent un progrès de vérité. Et on voit ça bien aujourd'hui avec tout ce qui est chaîne d'information continue qui voilà, nous informe pas forcément mieux que certains médias. Donc voilà, juste pour terminer, une dernière chose, les images, la première et la dernière image proviennent d'une série qui s'appelle Mister Robot, et qui justement décrit une certaine société où l'information est devenue totalement manipulée, et je pense que ça permet de prolonger un petit peu cette réflexion, on va dire, et vraiment c'est une série que je vous conseille. Voilà. Merci pour ton plaisir. Je suis désolé, mais le timing est trop serré, vous ne pourrez pas poser de questions, mais